Chapitre 8. L'invisible truchement. 1. Une hypothèse vérifiable. Supposez tous les êtres vivants immergés dans un vaste océan éthérique au sein duquel l'activité psychique de chacun engendrerait des émissions vibratoires, parfois assez puissantes pour se véhiculer jusqu'à l'objet de ses pensées et déterminer chez ce dernier une fidèle résonance. Les diverses écoles d'occultisme ont vulgarisé cette théorie, celle dite du plan astral. Tout le monde en a eu au moins quelques échos. Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'examen objectif de certains groupes de phénomènes supranormaux a montré un degré qu'il se produit des communications spontanées d'images, d'émotions et de perceptions, entre mentalités synchronisées, à l'occasion soit d'un choc émotionnel dynamisateur momentané de l'agent, soit de l'éventuelle détermination chez le patient d'un état de réceptivité sensibilisateur. 2 degrés que, certaines conditions étant réunies, on peut reproduire expérimentalement les transmissions télépsychiques en question. Ces recherches ont donné lieu à d'abondantes publications dont nous avons placé la bibliographie en tête de l'ouvrage spécial que nous leur avons nous-mêmes consacré. L'hypothèse d'une subséquence vibratoire des états psychiques et d'un agent, ou milieu, ayant pour fonction de véhiculer les ondes ainsi émises, paraît donc devoir être prise en considération. Elle rend compte, d'autre part, de certaines pratiques, en apparence aberrantes, qui se retrouvent à tous les âges de l'histoire et sous toutes les latitudes, l'envoûtement d'amour, par exemple. S'il est vrai que, par la pensée, on influe parfois sans en avoir l'intention sur les dispositions à notre égard d'un tiers quelconque, pourquoi ne serait-il pas possible, de propos délibérés, de susciter des sympathies, des prédominances, des reviviscences affectives, etc. Dans l'affirmative, comment expliquer qu'un ardent amour n'engendre pas toujours une appréciable résonance ? Et pourquoi la désaffection de l'un suit-elle paisiblement son cours sans que la détresse de l'autre y modifie quoi que ce soit ? En principe, ainsi que nous l'avons dit, toute pensée s'extériorise et tend à affecter conformément à son objet l'individu auquel on pense. Nous sommes tous impressionnés à notre insu par d'innombrables projections psychiques, de même que nous affectons, sans le savoir, non seulement les gens spécifiés par nos pensées mais aussi ceux, parfois inconnus, qu'elles évoquent. Cet incessant phénoménisme demeure obscur, non perçu, car nous ne saurions discerner qu'une faible partie des éléments dont la confluence donne naissance à nos impressions, à nos sentiments et à nos convictions. Ceux qui nous viennent du dehors échappent nécessairement à la conscience, ils effleurent, imprègnent ou envahissent le subconscient et leur résultante, les états d'âme qui s'ensuivent, nous semblent absolument spontanés. 2. Dans quelle mesure peut-on influer sur un psychisme ? L'inopérance de certaines intentions, de certains élans, de certaines injonctions s'explique fort bien. D'abord, tenons compte des idiosyncrasies foncières et immuables qui caractérisent essentiellement chaque individualité. Du seul point de vue représentatif, ces idiosyncrasies contribuent à ouvrir à chacun certaines sections de la connaissance et lui en obnubilent certaines autres. On l'observe couramment, le plafond de la compréhension varie chez le même individu selon l'espèce de notion envisagée. Du point de vue affectif, il en va de même, apte à telle ou telle modalité de l'amour, on est inapte à d'autres. Chacun aime selon ses rythmes, ses avidités, ses aspirations et ses électivités. Il transmet ainsi, par l'invisible truchement éthérique, un ton de mouvement qui n'éveillera pas de vibration analogue dans un psychisme dépourvu des réceptivités convenables. Nous pourrions revoir, afin d'illustrer ce qui précède, toute la classification du chapitre 2, paragraphe 1. Il suffira d'évaluer la réaction possible d'une âme tendre, sentimentalement éprise, sur une âme exclusivement prédisposée à l'amour-vanité. Les modalités émissives de la première, disons sa longueur d'onde, pour faire image, ne trouveront pas, chez la seconde, l'accord et le réglage nécessaires à un retentissement. La parole elle-même, si fidèlement, si précisément expressive de ce que vous pensez, n'en détermine pas toujours l'identité dans le cerveau de la personne de qui vous tentez de vous faire comprendre. Comment en serait-il autrement de la pensée ? Dans l'exemple précédent, votre interlocuteur peut croire avoir intégralement compris et s'exprimer de manière à vous en donner l'illusion. Au vrai, vos représentations lui restent étrangères, votre parole n'en a évoqué chez lui qu'une esquisse déformée, un relatif, une approximation. Il faut songer aussi, en ce qui concerne la communication télépsychique des états affectifs, que la subconscience du patient, même réceptive dans une mesure donnée, enregistre peut-être d'autres influences dérivatives, neutralisantes ou antagonistes. Toute disposition étant considérée comme résultante d'une confluence d'incitations, les unes de source interne, les autres de provenance extérieure, la prédominance des éléments qui émanent d'une tierce personne ne s'établit pas nécessairement. Certes, la continuité et l'ardeur émissive tendent à déterminer cette prédominance, mais l'espèce d'obsession qui en est chez l'émetteur, l'inévitable corollaire, désordonne sa pensée et en épuise les ressources potentielles, ce qui aboutit à un débilitement des mécanismes propulseurs. Les techniciens de l'expérimentation des phénomènes psychiques insistent sur la nécessité d'une haute tension et d'une concentration, l'une et l'autre soutenues, chez l'opérateur qui s'exerce à la suggestion mentale. Faute de ces deux conditions, le sujet ne perçoit rien de précis, rien qui le détermine. Dans la vie courante, le phénoménisme télépsychique spontané obéit aux mêmes lois que l'expérimentation de laboratoire. 3. Possibilité.
L'essentielle condition de l'éveil, ou de la reviviscence, de l'amour sous l'action des ondes mentales, n'est ni le potentiel psycho-nerveux de l'émetteur, ni son aptitude à concentrer ce potentiel pour l'irradier à haute tension. L'énergie émissive assure la propulsion de la pensée, non sa communication, laquelle nécessite la compatibilité du ton de mouvement de l'émetteur avec les réceptivités de l'objet. L'effet se produit quelquefois par une sorte d'induction dans le cas où l'émetteur, doué d'une vigueur psychique exceptionnelle, convoite un récepteur débile. Ce dernier devient alors satellite du premier. Il le subit comme on subit l'ascendant d'un plus fort. Notez que l'exceptionnelle vigueur psychique et la sorte de débilité respective dont il s'agit, s'entendent au quantitatif, l'émetteur peut n'être qu'une brute ardente et le percipient un esprit subtil, cultivé, mais irrésolu et impressionnable. Hormis ce cas particulier, assez analogue à ce qui se passe en TSF quand un poste récepteur peu sélectif est situé à proximité d'une puissante station, toute tentative reste vaine si l'émetteur ne se représente assez précisément la sensibilité du récepteur pour penser en accord avec les rythmes émotivo-imaginatifs de celui-ci. Une personne, désireuse de déterminer chez une autre l'écho de son propre état affectif, doit donc s'assimiler, dans les moindres détails, la psychologie de cette dernière et même sa physiologie, de manière à penser en synchronisme de ses résonances. Cela nécessite, soit une intuition très sûre, soit une acuité d'observation et une profondeur d'analyse supérieure. 4. Les conditions à remplir. En résumé, il faut avant tout 1 degré, une compréhension de l'objet poussée à un point tel que ses moindres faits et gestes, ses réactions, ses goûts, tendances, aspirations, aversions, singularités, etc., vous soient clairement intelligibles et que vous sachiez en reconstituer, en revivre intérieurement le processus. 2 degrés, une adaptabilité suffisante pour s'identifier à l'objet, et lui irradier des modalités de pensée qui puissent trouver en lui un accord. Ensuite, il faut une connaissance limpide des lois de l'action mentale à distance. En particulier, il convient de savoir gouverner l'élaboration, la condensation et la disponibilisation de l'énergétisme indispensable à la propulsion télépsychique. Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail technique de l'expérimentation, très minutieusement exposé dans un précédent ouvrage. Ce qui va suivre doit être considéré à la fois comme une introduction et un complément à l'ouvrage en question. 5. Une représentation précise du patient. L'évocation de l'image extérieure du sujet crée le rapport, le contact. Seule une image bien vivante, avec toute son expressivité, avec sa cinématique et sa vérité intégrale remplit les conditions nécessaires à l'AC. Corde interpsychique. Prétendre influer sur quelqu'un qu'on n'aurait pas vu, à l'aide d'une photographie, serait absurde. Outre que la meilleure photographie ne montre qu'un aspect souvent idéalisé par l'art du photographe, de l'image véritable, aspect figé, momentané, elle ne restitue ni les valeurs de la carnation, ni la voix, ni le regard, elle peut aider la mémoire, mais ne suffit pas à constituer une représentation fidèlement évocatrice. Quand on a eu loisir d'observer longuement quelqu'un, de le voir vivre, d'enregistrer toutes les nuances d'impression que sa personnalité suscite, on est dans les meilleures conditions pour s'imaginer sa présence, avec le relief, le coloris et l'animation nécessaires. L'obscurité et le silence favorisent ce travail et, après quelques essais, on arrive très bien à la précision et à la continuité de l'image rapport. Dès l'instant où cette dernière atteint sa plénitude, tout ce que l'on pense, durant cette comparution se transmet au sujet. Nous employons à dessein le verbe comparaître car, en formant l'évocation appropriée, on convoque réellement un substrat invisible du sujet qui vient s'exposer dans le champ d'action de l'opérateur. Dans quelle mesure la transmission influe-t-elle ? En d'autres termes, dans quelle mesure y a-t-il communication ? Dans la mesure où, comme nous l'avons dit, l'agent a su s'assimiler l'individualité du patient. Cet être que vous aimez, cherchez à envahir son psychisme doucement, persuasivement, en harmonie avec les dominantes de son caractère. Suggérez-lui des dispositions compatibles avec son naturel, avec l'envergure de sa compréhension, avec les gammes de sa sensibilité, avec l'orientation de ses avidités. L'analyse de l'écriture ou de la conformation physionomique peut aider l'observation directe à définir l'intimité psychologique qu'il s'agit de comprendre profondément, afin d'y mieux correspondre. 6. L'intensité émissive. L'instabilité, la dépression, l'agitation, indice de variation ou d'abaissement du potentiel psycho-nerveux décèlent l'insuffisance des ressources propulsives. Si ces fléchissements ou irrégularités résultent d'une asthénie organique, on remédiera avant tout à celle-ci. Mais si leur cause unique réside dans le monoïdéisme souvent inséparable de la cristallisation amoureuse, et dans la subséquente dispersion des énergies psychiques, un effort s'impose pour arrêter cet éparpillement. L'effort en question consiste à recourir à des dérivatifs sains qui accapareront l'esprit dans l'intervalle des séances de communication de pensée. En dehors, donc, de la séance journalière, laquelle ne doit pas excéder 2 heures, fixer son attention sur des besognes ou des délassements successifs, afin d'éviter l'obsession débilitante. Au moment d'agir, on se trouvera ainsi disposé d'une accumulation dynamique et l'on atteindra aisément l'état d'exaltation contenu propice à l'extériorisation vigoureuse des images. 7. Procéder graduellement. Si l'on se représente fidèlement les dispositions actuelles du sujet, la création du rapport au début de chaque séance sera aisée et sûre.
Ces dispositions, on visera à les modifier progressivement. L'aversion, par exemple, s'achemine vers la sympathie en passant par l'indifférence. L'animosité s'apaise peu à peu, puis s'efface. On amende un défaut en l'atténuant graduellement, puis en suggérant la disposition contraire. Ainsi, convient-il de procéder par étapes, prudemment. Dans presque tous les cas, la meilleure suggestion à donner au début est celle-ci: ma présence ajoute quelque chose à votre contentement ou allège votre morale d'une manière appréciable. Cette courte formule, susceptible de très nombreux développements visualisés, inspire une série de pensées fort efficaces, et peut même se suffire car elle tend à déterminer l'amplification de ce qu'elle implique. Quand ces effets deviennent manifestes, il ne reste plus qu'à les accentuer. Chapitre 8. L'invisible truchement. 1. Une hypothèse vérifiable. Supposez tous les êtres vivants immergés dans un vaste océan éthérique au sein duquel l'activité psychique de chacun engendrerait des émissions vibratoires, parfois assez puissantes pour se véhiculer jusqu'à l'objet de ses pensées et déterminer chez ce dernier une fidèle résonance. Les diverses écoles d'occultisme ont vulgarisé cette théorie, celle dite du plan astral. Tout le monde en a eu au moins quelques échos. Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'examen objectif de certains groupes de phénomènes supranormaux a montré un degré qu'il se produit des communications spontanées d'images, d'émotions et de perceptions, entre mentalités synchronisées, à l'occasion soit d'un choc émotionnel dynamisateur momentané de l'agent, soit de l'éventuelle détermination chez le patient d'un état de réceptivité sensibilisateur. 2 degrés que, certaines conditions étant réunies, on peut reproduire expérimentalement les transmissions télépsychiques en question. Ces recherches ont donné lieu à d'abondantes publications dont nous avons placé la bibliographie en tête de l'ouvrage spécial que nous leur avons nous-mêmes consacré. L'hypothèse d'une subséquence vibratoire des états psychiques et d'un agent, ou milieu, ayant pour fonction de véhiculer les ondes ainsi émises, paraît donc devoir être prise en considération. Elle rend compte, d'autre part, de certaines pratiques, en apparence aberrantes, qui se retrouvent à tous les âges de l'histoire et sous toutes les latitudes, l'envoûtement d'amour, par exemple. S'il est vrai que, par la pensée, on influe parfois sans en avoir l'intention sur les dispositions à notre égard d'un tiers quelconque, pourquoi ne serait-il pas possible, de propos délibérés, de susciter des sympathies, des prédominances, des reviviscences affectives, etc. Dans l'affirmative, comment expliquer qu'un ardent amour n'engendre pas toujours une appréciable résonance? Et pourquoi la désaffection de l'un suit-elle paisiblement son cours sans que la détresse de l'autre y modifie quoi que ce soit? En principe, ainsi que nous l'avons dit, toute pensée s'extériorise et tend à affecter conformément à son objet l'individu auquel on pense. Nous sommes tous impressionnés à notre insu par d'innombrables projections psychiques, de même que nous affectons, sans le savoir, non seulement les gens spécifiés par nos pensées mais aussi ceux, parfois inconnus, qu'elles évoquent. Cet incessant phénoménisme demeure obscur, non perçu, car nous ne saurions discerner qu'une faible partie des éléments dont la confluence donne naissance à nos impressions, à nos sentiments et à nos convictions. Ceux qui nous viennent du dehors échappent nécessairement à la conscience, ils effleurent, imprègnent ou envahissent le subconscient et leur résultante, les états d'âme qui s'ensuivent, nous semblent absolument spontanés. 2. Dans quelle mesure peut-on influer sur un psychisme? L'inopérance de certaines intentions, de certains élans, de certaines injonctions s'explique fort bien. D'abord, tenons compte des idiosyncrasies foncières et immuables qui caractérisent essentiellement chaque individualité. Du seul point de vue représentatif, ces idiosyncrasies contribuent à ouvrir à chacun certaines sections de la connaissance et lui en obnubilent certaines autres. On l'observe couramment, le plafond de la compréhension varie chez le même individu selon l'espèce de notion envisagée. Du point de vue affectif, il en va de même, apte à telle ou telle modalité de l'amour, on est inapte à d'autres. Chacun aime selon ses rythmes, ses avidités, ses aspirations et ses électivités. Il transmet ainsi, par l'invisible truchement éthérique, un ton de mouvement qui n'éveillera pas de vibration analogue dans un psychisme dépourvu des réceptivités convenables. Nous pourrions revoir, afin d'illustrer ce qui précède, toute la classification du chapitre 2, paragraphe 1. Il suffira d'évaluer la réaction possible d'une âme tendre, sentimentalement éprise, sur une âme exclusivement prédisposée à l'amour-vanité. Les modalités émissives de la première, disons sa longueur d'onde, pour faire image, ne trouveront pas, chez la seconde, l'accord et le réglage nécessaires à un retentissement. La parole elle-même, si fidèlement, si précisément expressive de ce que vous pensez, n'en détermine pas toujours l'identité dans le cerveau de la personne de qui vous tentez de vous faire comprendre. Comment en serait-il autrement de la pensée? Dans l'exemple précédent, votre interlocuteur peut croire avoir intégralement compris et s'exprimer de manière à vous en donner l'illusion. Au vrai, vos représentations lui restent étrangères, votre parole n'en a évoqué chez lui qu'une esquisse déformée, un relatif, une approximation. Il faut songer aussi, en ce qui concerne la communication télépsychique des états affectifs, que la subconscience du patient, même réceptive dans une mesure donnée, enregistre peut-être d'autres influences dérivatives, neutralisantes ou antagonistes.
toute disposition étant considérée comme résultante d'une confluence d'incitations, les unes de source interne, les autres de provenance extérieure, la prédominance des éléments qui émanent d'une tierce personne ne s'établit pas nécessairement. Certes, la continuité et l'ardeur émissive tendent à déterminer cette prédominance, mais l'espèce d'obsession qui en est chez l'émetteur, l'inévitable corollaire, désordonne sa pensée et en épuise les ressources potentielles, ce qui aboutit à un débilitement des mécanismes propulseurs. Les techniciens de l'expérimentation des phénomènes psychiques insistent sur la nécessité d'une haute tension et d'une concentration, l'une et l'autre soutenues, chez l'opérateur qui s'exerce à la suggestion mentale. Faute de ces deux conditions, le sujet ne perçoit rien de précis, rien qui le détermine. Dans la vie courante, le phénoménisme télépsychique spontané obéit aux mêmes lois que l'expérimentation de laboratoire. 3. Possibilités. L'essentielle condition de l'éveil, ou de la reviviscence, de l'amour sous l'action des ondes mentales, n'est ni le potentiel psycho-nerveux de l'émetteur, ni son aptitude à concentrer ce potentiel pour l'irradier à haute tension. L'énergie émissive assure la propulsion de la pensée, non sa communication, laquelle nécessite la compatibilité du ton de mouvement de l'émetteur avec les réceptivités de l'objet. L'effet se produit quelquefois par une sorte d'induction dans le cas où l'émetteur, doué d'une vigueur psychique exceptionnelle, convoite un récepteur débile. Ce dernier devient alors satellite du premier. Il le subit comme on subit l'ascendant d'un plus fort. Notez que l'exceptionnelle vigueur psychique et la sorte de débilité respective dont il s'agit, s'entendent au quantitatif, l'émetteur peut n'être qu'une brute ardente et le percipient un esprit subtil, cultivé, mais irrésolu et impressionnable. Hormis ce cas particulier, assez analogue à ce qui se passe en TSF quand un poste récepteur peu sélectif est situé à proximité d'une puissante station, toute tentative reste vaine si l'émetteur ne se représente assez précisément la sensibilité du récepteur pour penser en accord avec les rythmes émotivo-imaginatifs de celui-ci. Une personne, désireuse de déterminer chez une autre l'écho de son propre état affectif, doit donc s'assimiler, dans les moindres détails, la psychologie de cette dernière et même sa physiologie, de manière à penser en synchronisme de ses résonances. Cela nécessite, soit une intuition très sûre, soit une acuité d'observation et une profondeur d'analyse supérieure. 4. Les conditions à remplir. En résumé, il faut avant tout 1 degré, une compréhension de l'objet poussée à un point tel que ses moindres faits et gestes, ses réactions, ses goûts, tendances, aspirations, aversions, singularités, etc., vous soient clairement intelligibles et que vous sachiez en reconstituer, en revivre intérieurement le processus. 2 degrés, une adaptabilité suffisante pour s'identifier à l'objet, et lui irradier des modalités de pensée qui puissent trouver en lui un accord. Ensuite, il faut une connaissance limpide des lois de l'action mentale à distance. En particulier, il convient de savoir gouverner l'élaboration, la condensation et la disponibilisation de l'énergétisme indispensable à la propulsion télépsychique. Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail technique de l'expérimentation, très minutieusement exposé dans un précédent ouvrage. Ce qui va suivre doit être considéré à la fois comme une introduction et un complément à l'ouvrage en question. 5. Une représentation précise du patient. L'évocation de l'image extérieure du sujet crée le rapport, le contact. Seule une image bien vivante, avec toute son expressivité, avec sa cinématique et sa vérité intégrale remplit les conditions nécessaires à l'AC. Corde interpsychique. Prétendre influer sur quelqu'un qu'on n'aurait pas vu, à l'aide d'une photographie, serait absurde. Outre que la meilleure photographie ne montre qu'un aspect souvent idéalisé par l'art du photographe, de l'image véritable, aspect figé, momentané, elle ne restitue ni les valeurs de la carnation, ni la voix, ni le regard, elle peut aider la mémoire, mais ne suffit pas à constituer une représentation fidèlement évocatrice. Quand on a eu loisir d'observer longuement quelqu'un, de le voir vivre, d'enregistrer toutes les nuances d'impression que sa personnalité suscite, on est dans les meilleures conditions pour s'imaginer sa présence, avec le relief, le coloris et l'animation nécessaires. L'obscurité et le silence favorisent ce travail et, après quelques essais, on arrive très bien à la précision et à la continuité de l'image rapport. Dès l'instant où cette dernière atteint sa plénitude, tout ce que l'on pense, durant cette comparution se transmet au sujet. Nous employons à dessein le verbe comparaître car, en formant l'évocation appropriée, on convoque réellement un substrat invisible du sujet qui vient s'exposer dans le champ d'action de l'opérateur. Dans quelle mesure la transmission influe-t-elle ? En d'autres termes, dans quelle mesure y a-t-il communication ? Dans la mesure où, comme nous l'avons dit, l'agent a su s'assimiler l'individualité du patient. Cet être que vous aimez, cherchez à envahir son psychisme doucement, persuasivement, en harmonie avec les dominantes de son caractère. Suggérez-lui des dispositions compatibles avec son naturel, avec l'envergure de sa compréhension, avec les gammes de sa sensibilité, avec l'orientation de ses avidités. L'analyse de l'écriture ou de la conformation physionomique peut aider l'observation directe à définir l'intimité psychologique qu'il s'agit de comprendre profondément, afin d'y mieux correspondre. 6. L'intensité émissive. L'instabilité, la dépression, l'agitation, indices de variation ou d'abaissement du potentiel psycho-nerveux décèlent l'insuffisance des ressources propulsives.
Si ces fléchissements ou irrégularités résultent d'une asthénie organique, on remédiera avant tout à celle-ci. Mais si leur cause unique réside dans le monoïdéisme souvent inséparable de la cristallisation amoureuse, et dans la subséquente dispersion des énergies psychiques, un effort s'impose pour arrêter cet éparpillement. L'effort en question consiste à recourir à des dérivatifs sains qui accapareront l'esprit dans l'intervalle des séances de communication de pensée. En dehors, donc, de la séance journalière, laquelle ne doit pas excéder 2 heures, fixer son attention sur des besognes ou des délassements successifs, afin d'éviter l'obsession débilitante. Au moment d'agir, on se trouvera ainsi disposé d'une accumulation dynamique et l'on atteindra aisément l'état d'exaltation contenu propice à l'extériorisation vigoureuse des images. 7. Procéder graduellement. Si l'on se représente fidèlement les dispositions actuelles du sujet, la création du rapport au début de chaque séance sera aisée et sûre. Ces dispositions, on visera à les modifier progressivement. L'aversion, par exemple, s'achemine vers la sympathie en passant par l'indifférence. L'animosité s'apaise peu à peu, puis s'efface. On amende un défaut en l'atténuant graduellement, puis en suggérant la disposition contraire. Ainsi, convient-il de procéder par étapes, prudemment. Dans presque tous les cas, la meilleure suggestion à donner au début est celle-ci: ma présence ajoute quelque chose à votre contentement ou allège votre morale d'une manière appréciable. Cette courte formule, susceptible de très nombreux développements visualisés, inspire une série de pensées fort efficaces, et peut même se suffire car elle tend à déterminer l'amplification de ce qu'elle implique. Quand ces effets deviennent manifestes, il ne reste plus qu'à les accentuer.